Allez-y, on va prendre encore une minute pour que tout le monde se prenne place. Voilà, donc, bonsoir mesdames et messieurs. Avant tout, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à un si grand nombre à notre invitation, malgré l'actualité du coronavirus, je vois que vous avez bravé les interdits, et malgré aussi la réunion publique que notre maire a organisée à peu près à la même heure à la salle du château. Je ne sais pas quelle était cette intention de faire cette réunion le même jour, mais bon, je vous laisse seul juge de cette situation. Voilà, je tiens aussi chaleureusement à le remercier pour avoir financé un 4 pages qui est ici sur un bilan de 5 années de mandat, parce que je pense quand même sur les 5 années de mandat, il y a une grande partie de ce bilan qui est notre bilan, et on en est fiers. Nous espérons qu'il a fait sur ses deniers personnels, ça c'est une. Voilà. Votre présence témoigne tout l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre commune et à vos élus de proximité. Tout d'abord, je souhaite remercier ma famille qui est devant, mon épouse d'abord, qui m'a donné quitus pour être là aujourd'hui. Après, je vous l'avoue, de nombreuses discussions animées, mais qui aujourd'hui est pleinement à mes côtés dans cette aventure. Je vois ma maman qui est là aussi. Je ne savais pas qu'elle serait là ce soir, mais ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là. Et toi, tu sais aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Je l'ai promis à quelqu'un qui n'est plus là. Et je tiens promesse aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier mes enfants qui en ont entendu des vertes et des pas mûres sur son papa, sur leur papa, sur moi-même pendant cette campagne depuis 6 mois. Depuis 6 mois, de nombreuses attaques, fausses rumeurs ont été répandues afin de ternir mon image. Des propos de malversation à la sécurité sociale et de soi-disant perquisition à mon domicile. Le suicide virtuel de mon frère, qui, je vous rassure, est d'ailleurs ressuscité depuis et est en pleine forme. Ma soi-disant volonté d'urbaniser à outrance certaines zones pour affoler les riverains du quartier, ma volonté de faire fermer le club de boxe. J'ai été également victime à 2 reprises de tags sur ma façade, notamment le soir de la Saint-Valentin. J'ai reçu des lettres anonymes me menaçant, des appels masqués d'intimidation et tant d'autres choses pour essayer de me dissuader d'être candidat aujourd'hui. C'est quand même incroyable qu'à Voisin, on en arrive là. Dernièrement, depuis 48 heures, certains énergumènes s'amusent à taguer mes affiches et mettent la moustache du Führer et des signes SS sur ma veste. Je ne sais pas ce qui les anime, ça les fait peut-être rire, mais personnellement, j'ai eu un grand-père qui a été déporté à Auschwitz et ça me touche et ça fait très mal au ventre quand vous voyez ça. Donc je ne sais pas s'ils se rendent compte de la portée de leurs actes. J'ai donc porté plainte aujourd'hui et une enquête a été ouverte. J'ai donc bien senti que j'étais l'homme à abattre et que ma candidature devait en inquiéter plus d'un. Il est vrai que l'on tape toujours sur celui qui est droit, c'est comme les clous. Les tordus, on les laisse généralement de côté, on les laisse tranquilles. Pour ma part, avec mon équipe, j'ai mené une campagne propre, sans attaque personnelle. Parce que pour moi, avoir des ambitions nécessite le dépassement de soi sans détruire les autres. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis issu d'une famille beauvasinoise. J'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 beaux enfants de 15 et 23 ans. Et j'ai installé mon cabinet de kinésithérapie et de balnéothérapie juste en face de la salle polyvalente qui est ici, en 1997. J'ai été élu dans l'opposition en 2008, puis premier adjoint en 2014, où j'ai été le travailleur de l'ombre à l'origine de la plus grande partie des grands projets qui sortent aujourd'hui sur la commune. Mon expérience acquise, mes prises de position, mes choix, mes votes, mes décisions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, je les assume pleinement et totalement. Car l'action a toujours un coût, mais le coût de l'inaction est souvent bien plus conséquent.
Je suis un homme de droite républicaine, mais je n'ai jamais été encarté dans aucun parti. Je mène donc une liste ouverte, plurielle, où se trouvent à mes côtés des femmes et des hommes issus de toute sensibilité politique, et je vais d'ailleurs maintenant vous les présenter. Nicole Aubry, retraitée cadre administrative et financière. Frédéric Mességuet, officier de police judiciaire. Sophie Bonnefoy, chef d'entreprise. Mathieu Allègre, professeur des écoles. Elisabeth Montero, comptable, gérante de société. Laurent Riquet, responsable de service après-vente. Irène Feiss, retraitée, préparatrice en pharmacie. Éric Nègre, agriculteur. Émilie Reynaud, formatrice. Cyril André, chauffeur de bus. Françoise Prat, retraitée, juriste, cadre en assurance. Jean-Marie Payon, conducteur d'engin BTP. Axel Senet, assistante de gestion. Joël Joubert, électricien. Bérangère Escario, employée en grande distribution. Aurélien Montoya, responsable d'agence automobile. Christine Vacher, responsable administrative. Jérôme Delpierre, comptable et viticulteur. Nadifa Perron, commerçante. Edwin Deboile, technicien électricien. Fanny Tamizier, agricultrice. Nicolas Terra, chef de chantier BTP. Séverine Clairbout, secrétaire médicale. Grégory Aranda, pilote professionnel de motocross. Anne-Marie Faye, retraitée, assistante de vie. Olivier Manès, géomètre topographe. Christine Gagne, vendeuse en boulangerie. Et André Gross, retraité militaire. C'est un encouragement, votre présence est un encouragement pour les candidats qui ont accepté de servir la collectivité à mes côtés et que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Alors, pendant la campagne, nous sommes venus à votre rencontre en faisant du porte-à-porte. Nous avons distribué un questionnaire vous demandant quelles étaient vos priorités en termes de sécurité, d'éducation, d'environnement et d'équipement. Vous avez été très nombreux à répondre et nous vous en remercions. Car même si nous connaissions les grands axes de notre programme, il était important d'avoir vos avis pour déterminer la priorité des actions à mener, car on sait qu'on ne pourra pas tout financer. En complément, nous avons rencontré aussi les membres du tissu associatif et les entrepreneurs, commerçants et socioprofessionnels. Un grand merci également pour votre accueil et vos venues lors des cafés citoyens, un moment convivial où nous avons pu échanger. Nous voulons un nouveau mode de fonctionnement pour la commune, amenant une gestion consultative et participative. Avec la consultation une fois par an au moment du débat d'orientation budgétaire pour questionner la population sur leur choix de priorité de travaux. Nous voulons réaliser une réunion publique par an après le vote du budget pour présenter l'état des finances et expliquer les choix d'investissement de l'année. Nous voulons aussi encourager la participation citoyenne à la vie de la commune, avec la création de commissions extra-municipales où des personnes non élues pourront siéger et amener leurs compétences. Par exemple, comme c'était le cas sous ce mandat en urbanisme, où des personnes qui sont commissaires enquêteurs pour l'État pourront guider les choix dans la révision du PLU, ou des gens expérimentés dans les travaux publics pourront amener leur expérience lors des commissions voirie, pour la mise à jour des schémas directeurs d'assainissement, d'eau potable, d'enfouissement de réseaux secs, etc. Nous souhaitons aussi renouveler le conseil municipal des jeunes et leur donner le choix de projets participatifs, tels que la réalisation de skateparks, pump track, bases de plein air ou équipements sportifs.
Enfin, nous souhaitons donner des délégations et des sous-délégations à davantage de conseillers municipaux pour être simultanément actifs sur tous les fronts. Alors, Beauvoisin est un village en pleine mutation. Dans une société en pleine mutation, qui n'est pas sans conséquence sur les collectivités territoriales avec le désengagement de l'État et la baisse des dotations, Beauvoisin n'a pas été épargné. Dans ce contexte, Beauvoisin subit une mutation encore plus importante de par son explosion démographique non anticipée et non maîtrisée. Cela a été essentiellement dû à la décision politique de 2001 de créer deux zones d'activité, deux zones d'aménagement concertées simultanément. En effet, de 2009 à 2014, plus de 300 logements sont sortis de terre très rapidement, ce qui a entraîné une augmentation de la population de 1100 habitants. Mais oui, 1100 habitants en un seul mandat. Dans le même temps, la même équipe municipale a fait passer au forceps le dossier de création de la ZAC Cabassan-Clarette. Pour mémoire, j'avais réussi à convaincre 12 élus en première instance que cela était une hérésie. Vous avez encore l'article de presse qui passe à l'écran. Que cela était une hérésie de démarrer ce projet aussi rapidement, alors que les actes de la classe n'en étaient ni achevés et que la commune n'avait pas digéré cet afflux massif de population. Certains élus, sous la menace d'un retrait de délégation ou de leurs indemnités, ont revu leur position, et notamment une candidate aux élections de 2020, je n'en dirai pas plus. À partir de là, nous avons pu limiter la casse en autorisant, dans un premier temps, uniquement l'installation du U-Express, si et seulement si il y avait la station-service qui y était associée. Et en limitant le nombre de permis de construire à délivrer, seuls 35 permis ont été délivrés par an sur cette zone. Ainsi, et malgré les autres lotissements auxquels il n'a pas été possible de s'opposer, puisque des dents creuses sur la commune sont constructibles et on ne peut pas s'opposer à la création de lotissements, il n'y a eu que sous ce mandat que 320 nouveaux habitants, ce qui représente 6,7% de la population. Il est évident qu'il aurait fallu attendre encore 5 à 10 ans avant de démarrer cette zone, mais c'était bel et bien trop tard, le coup était déjà parti. Donc la population de Beauvoisin a quasiment doublé en 30 ans. Elle a surtout subi une augmentation de près de 40% entre 2008 et fin 2013. En 2019, on frôle les 5000 habitants, soit une augmentation, je vous l'ai dit, de 6,7% entre 2014 et fin 2019. Cela prouve bien que les mesures prises pour freiner cette zone de Cabassan-Clarette et limiter l'augmentation démographique ont été efficaces. Beauvoisin se trouve maintenant au 29e rang du département en termes de population, derrière les communes de Garon et de Sommières. Beauvoisin compte aussi près de 70 associations qui font vivre quotidiennement le village, 460 entreprises, dont 200 de commerce et de services, qui sont essentiellement des auto-entrepreneurs, des artisans et autres petites PME. Alors un petit point sur les finances. Très important, puisqu'il y a eu beaucoup d'écrits sur ce sujet, et il va y avoir quelques remises à l'ordre et quelques mises au point. Fin 2013, au début du mandat qui est en train de s'achever, la capacité d'autofinancement brut de la commune était négative. Cela signifie que les recettes étaient inférieures aux dépenses de la commune, et donc elle ne pouvait pas rembourser la dette sans emprunter. La commune était donc en réseau d'alerte préfecture, situation alarmante dans un état proche de la tutelle. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. A l'inverse, si l'on regarde ce qui s'est passé tout au long du dernier mandat, on peut voir que les produits de fonctionnement ont augmenté, certes, en partie grâce à une augmentation des taux d'imposition en 2015, il faut le reconnaître, et que, parallèlement, les charges de fonctionnement se sont stabilisées, ce qui a donc eu pour effet d'améliorer très nettement la capacité d'autofinancement. Pour rappel, la capacité d'autofinancement d'une commune est l'excédent du budget de fonctionnement qui permet, après remboursement du capital de la dette, de financer des travaux sur fonds propres. Donc on peut donc financer une partie des investissements sans emprunter, ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. Parallèlement, l'encours de la dette a baissé, et ce malgré le recours à l'emprunt qu'il a été nécessaire de faire pour financer les gros travaux. Réfection de voirie plus sommaire, les travaux de mise aux normes d'accessibilité, les bâtiments
des bâtiments publics, la mise en sécurité incendie des écoles qui était pointée du doigt par la préfecture depuis de longues années, mais qui était laissée lettre morte. Voilà. C'était une petite introduction, puisque maintenant, je vais laisser la parole à Madame Aubry, qui va vous brosser un tableau un peu plus précis de la situation. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques chiffres sur notre mandat de 2014 à 2018. Vous pouvez voir sur le graphique la répartition des recettes de la commune. La principale source de recettes est l'impôt. Les services de l'État se désengagent et nous avons connu 2 baisses successives des dotations durant le dernier mandat. Excusez-moi parce que je suis enrouée. Il a donc été particulièrement difficile de redresser l'état des finances, d'autant que nous n'avons augmenté les impôts qu'une seule fois durant le mandat, contre 2 fois lors du mandat précédent, 2008-2014. Nous nous sommes donc serré la ceinture. Une diminution des recettes a pour conséquence de diminuer la capacité à financer des travaux. Pour pouvoir continuer à investir dans des infrastructures, nous n'avons que 2 possibilités: baisser les charges, améliorer les produits. C'est le travail auquel nous nous étions engagés en 2014 et que nous voulons poursuivre. Nous avons redressé les finances de la commune et cela nous conforte dans notre nouvel engagement. Car, malgré les propos diffamatoires portés à mon encontre pour les budgets présentés de 2014 à 2018, j'ai reçu le soutien écrit de la Direction des finances publiques qui déplore les attaques personnelles et qui confirme que j'ai toujours travaillé en liaison étroite avec les services de l'État en matière budgétaire. Nos budgets étaient validés par la trésorerie et par la DGFiP. En 2013, fin 2013, les dépenses étaient supérieures aux recettes, comme vous pouvez le constater. Dès 2014, la première année de notre mandat, nous avons inversé les courbes, diminué de manière drastique les dépenses et amélioré les recettes. Ceci nous a permis d'obtenir une CAF nette positive, CAF, capacité d'autofinancement, permettant de financer une partie des travaux sans emprunter. Nous avons sorti la commune de l'Ornière. Au début 2014, la trésorerie était de 293 000 €. En 2018, elle dépassait les 2 millions d'euros. Pour le budget 2019, le maire a refusé de me laisser le présenter et le préparer, comme les années passées, et ce, malgré des bilans positifs sur les années précédentes. C'est un motif de ma démission. Alors, je voulais faire un comparatif entre les salaires et les dépenses. Entre 2008 et 2013, la masse salariale a été multipliée par 2, alors que les recettes n'ont augmenté que de 50%, et cela malgré les 2 augmentations d'impôts successives de 2008 à 2009. Pour respecter notre engagement de maîtrise du budget, nous avons baissé de façon drastique les dépenses. Nous avons maintenu les salaires dans une fourchette inférieure à 2 millions d'euros. Je soulignerai, ça ce sont les 2 millions de 1 831 000, c'est 2018. D'après l'Europe qui a été distribuée par la municipalité actuelle, les salaires en 2020 seront de 2 200 000 €. Je rappelle que pour le poste de DGS, un seul poste, nous avons 3 personnes en charge pour un montant d'environ 180 000 € par an. Somme démesurée pour une commune en situation tendue et délicate. Au salaire du DGS actuel, directeur général des services, s'ajoutent les frais de déplacement et de restauration quotidiens. Une hérésie. Nous pourrions, avec ce montant, réaliser de nombreux investissements, dont les chaussées. Cette seule fonction représente près de 10% de la masse salariale globale. Parallèlement, courant 2019, après notre démission, les indemnités versées aux maires et aux adjoints ont également été portées à leur maximum par une délibération incomplète votée
à l'unanimité au conseil municipal. Le service de la légalité de la préfecture à qui je me suis adressée m'a confirmé avoir envoyé un courrier d'observation au maire, mais à ce jour, aucune nouvelle délibération. Encours de la dette. L'encours de la dette est d'environ 5 542 000 fin 18, fin 2013, l'endettement était de 6 millions. Nous avons donc désendetté la commune de près de 550 000 euros. Et ce, malgré les emprunts prévus au budget en 2014, avant notre arrivée, pour rembourser une partie de l'annuité et différents petits travaux. En 2015, nous avons emprunté pour l'extension de la maternelle et de sa cantine. Pour financer les travaux prévus de la rue des Moulins et de la place du Temple, 50% de l'emprunt global prévu a été réalisé en 2018, les 50% restants en 2019. Ces travaux ne sont pas finis et il faudra bien les financer. Si le maire a décidé de rembourser une partie de l'emprunt, qui devait servir à payer ces travaux en prétextant qu'ils ne servaient à rien, il faudra bien emprunter pour les financer, et ce, quelle que soit l'équipe élue. Pour terminer, lors du prochain mandat, il nous faudra rationaliser les investissements, être très vigilants. Nous poursuivrons le contrôle régulier des dépenses. Cet effort permettra de dégager un autofinancement raisonnable qui, ajouté aux différentes subventions, permettra de minorer d'autant l'emprunt. En fonctionnement, les recettes sont plus ou moins stables et non maîtrisables. Seules les dépenses peuvent être contrôlées et gelées en partie. Et ce sera notre challenge sur les 6 années à venir. Merci beaucoup de votre attention, je ne peux plus parler, et je passe la parole à M. Tichy. Merci Nicole pour cet exposé clair et précis. Donc on va commencer notre programme par le réseau voirie. Bon, vous n'êtes pas sans voir que la commune a des gros problèmes et des gros retards sur la voirie, parce que sur plusieurs mandats, on va dire presque aucun travaux n'a été réalisé. Par exemple, entre 2008 et 2014, 80 000 euros en 6 ans ont été donnés à la réfection de voirie. C'est beaucoup trop peu. Et donc, nous avons, sous ce mandat, fait à peu près 1 million d'euros de travaux ces dernières années pour la voirie. Elle sera encore donc au cœur de nos préoccupations durant ce mandat, voire une priorité. C'est la raison pour laquelle notre ambition sera de doubler l'effort moyen qui lui était alloué. Ça représentera carrément un tiers du budget général d'investissement, c'est-à-dire 2 millions d'euros en 6 ans. Dans le cadre de la redynamisation et de l'embellissement du centre-ville, nous continuerons les travaux destinés à réduire les problèmes de ruissellement dans les rues, en prolongeant les réseaux pluvio-enterrés pour chacune des réfections de voirie, et poursuivrons l'enfouissement des réseaux filaires. Pour information, dernièrement, le maire a fait goudronner la rue du Grand Jardin. Les réseaux doivent être changés, le pluvial doit être créé, les réseaux secs doivent être enfouis, et il faudra donc détruire ce travail qui a été fait il y a quelques semaines. Cet effort d'investissement sera la priorité de la première moitié du mandat. Par mesure de cohérence avec l'aménagement de la place du Temple et le projet d'aménagement de la place de la Fontaine, pour lequel je ferai une petite focus tout à l'heure, nous continuerons à mettre en œuvre la réfection des voiries qui sont adjacentes au plan du Temple. Nous aurons donc la Grande Rue, la rue de Banlous, la rue des Arènes, la rue de la Mer Rouge, la rue Pavée, ainsi que la traversée de la départementale. Alors, c'est tout petit, vous ne voyez pas bien, mais nous avons eu déjà un petit travail de fait par des bureaux d'études. J'ai entendu ça et là des bruits qui étaient au café, que Tichy dans la rue de Banlous, il allait enlever tous les stationnements, c'est totalement faux. C'est pas suffisamment gros, mais sur la slide qui est en haut, vous verrez bien que du stationnement est bilatéral. Certes, la rue passerait en sens unique, une voie cyclable pourrait y être créée, mais il y aurait du stationnement bilatéral, du bas de la rue jusqu'en haut de la rue. Ensuite, nous avons pour projet aussi de sécuriser la 3e entrée de Boissin. Sous ce mandat, l'entrée route de Générac a été traitée, l'entrée route de Vauvert a été traitée, et il nous reste la sécurisation de la route d'Augor. Et nous voulons continuer à la sécuriser par un trottoir et une piste cyclable qui a été déjà démarrée
aux abords de la cave coopérative. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Nous attaquerons aussi à l'aménagement du grand chemin. Alors le grand chemin, comme je dis, c'est un chemin qui servait uniquement à desservir la déchetterie et à l'époque à passer à Générac à travers ce chemin qui était un chemin de terre. Ce projet de déviation, il est en sommeil depuis 30 ans auprès du département. Nous avons rencontré Denis Boide, il sera relancé auprès du conseil départemental. Alors je ne sais pas s'il pourra le financer, mais si toutefois M. Boide ne faisait pas l'effort de financer ce projet de déviation, puisque Générac a en parallèle un projet d'urbanisation sur sa commune, eh bien nous nous engageons à refaire la partie qui est sur le territoire de Beauvoisin, qui va jusqu'au panneau, vous verrez, il y a un petit panneau qui montre la limite, et donc c'est à peu près 800 mètres qui doit être réalisé, et le coût est à peu près 150 000 €. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a toujours fait très attention à ne faire que des réparations sommaires, parce que les promesses, on devait voir arriver ce chantier, mais ce chantier a toujours été reporté. Donc si ce n'est pas fait sous ce mandat, nous nous engageons à refaire cette chaussée. Par contre, je ne peux pas m'engager pour le maire de Générac, qui ne voudra peut-être pas financer lui sur sa partie. Alors d'autres axes sont à l'étude, comme la rue de la Poste et la rue de la Clastre, pour connecter la ZAC de la Clastre au centre-ville, afin d'y créer un cheminement doux. Ensuite, il y a l'axe de la Passeronne et du Roc des Camps, avec le chemin des Guiranes, afin de connecter les quartiers de l'Esquillon, des Guiranes et la ZAC de la Clastre à l'école élémentaire et au secteur des Costières. Donc en fait, ça, c'était une décision qui a été faite il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a une décision de justice qui a mis en demeure la commune d'effectuer ces travaux. Pour le moment, les riverains ne nous ont pas tenu cas, puisqu'ils n'ont pas l'intention de voir passer trop de véhicules, mais il faudra quand même le réaliser. Et ça permettra de désenclaver tout un quartier, notamment au moment de la fête votive, où certaines personnes sont prises en otage lors du passage des abrivadaux. Et là, ça permettra à certaines personnes de pouvoir sortir sereinement. On a déjà fait ça sommairement sous le mandat. On a ouvert déjà le chemin du Roc des Camps sous le mandat, et donc il sera goudronné et il sera aménagé de manière qualitative avec un plan d'alignement sur l'ensemble du chemin du Roc des Camps. Voilà. Ensuite, certains lotissements aussi. Alors, vous n'êtes pas sans voir que certains lotissements qui datent de 35 ans, comme le lotissement de l'Abreuvoir et des Oliviers, sont dans un état catastrophique, notamment suite à des réparations de tuyauterie, de canalisation et d'enfouissement de réseaux secs. Une fois que... Alors, ces lotissements sont encore privés. C'est incroyable, mais la situation administrative de ces lotissements sont encore des lotissements privés. On est en train de régulariser la situation, c'est un peu un casse-tête, mais nous comptons bien arriver à nos fins en début du mandat, et puis prévoir éventuellement une réflexion aussi des zones qui sont très très abîmées, notamment sur le secteur de l'Abreuvoir, là où il y a eu l'enfouissement du réseau EDF. À Franquevaux, nous envisageons la réflexion de la place du monastère et du chemin de la Paluzette. Ça apparaît comme une nécessité dans le cadre du développement économique et touristique de notre hameau, qui est situé dans le périmètre des labels Grand Site de France et Grand Site Occitanie. En complément de ces chantiers identifiés, un schéma directeur sera réalisé, et ce schéma permettra une aide à la décision afin de réparer routes, chemins communaux, chemins ruraux et de dessertes agricoles qui seront à traiter prioritairement. Alors enfin, pour finir, je voudrais faire une précision en ce qui concerne les chemins privés. Parce que j'ai entendu ça et là, que certains voulaient goudronner des accès privés, etc. Moi, je vais vous donner la position de l'équipe en place, qui est à mes côtés, sur les chemins privés. La doctrine appliquée depuis maintenant 2 ou 3 mandats sera maintenue. Aucun denier public ne sera investi pour le goudronnage de ces voies, sans aucune exception. Je le dis bien. Je veux dire par là que le chemin privé desservant le cabinet médical des docteurs au pied de la rue de la Carriéras sera soumis à la même doctrine, à l'exception faite d'une réparation sommaire, comme cela a été fait, du fait de son statut de chemin privé ouvert à la circulation publique, où la responsabilité du maire peut être engagée. Je tiens cette position pour 3 raisons. Tout d'abord, il pourrait être interprété qu'en tant que professionnel de santé que je suis, dépendant de prescriptions médicales, je puisse faire cela pour des raisons purement intéressées.
Ça, c'est le premier point. Ensuite, cela aurait aussi pour incidence de créer un précédent. Un précédent pour que tous les indivisaires de chemins privés demandent légitimement de faire goudronner leur accès. Et la commune n'en a pas les moyens, elle a d'ailleurs du mal à entretenir ses voies publiques. Enfin et surtout, il est totalement illégal de dépenser de l'argent public sur des parcelles privées. C'est répréhensible par la loi et je ne m'y aventurerai pas. Voilà, donc là maintenant, vous allez voir un petit focus sur ce que pourrait être, je dis bien ce que pourrait être, parce qu'il faut toujours être conditionnel, l'aménagement de la place de la Fontaine. Donc deux propositions, vous allez voir une proposition en 3 dimensions, qui est celle qui apparaît à vos yeux, et ensuite un plan un peu plus de bureau d'études schématique, qui est peut-être un peu plus explicite aussi et plus facile à comprendre. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'aménagement de la place de la Fontaine et la traversée de la route départementale seront une priorité aussi dans on va dire, la deuxième partie du mandat, puisque au tout début du mandat, nous aurons déjà des gros frais engagés, notamment au niveau de l'école élémentaire et de la cantine, qui nous prendra bien 2 années budgétaires. Donc ces travaux-là pourraient apparaître à partir de 2023. Sur cette proposition, alors je dis bien les solutions envisageables, en effet, bon, nous devons faire une étude hydraulique en cours qui devra être validée par la DDTM et les aménagements sur la départementale par l'unité territoriale de Vauvert pour son élargissement et pour les arrêts de bus. Et enfin, la partie embellissement, comme la fontaine et l'aménagement qualitatif de l'espace de convivialité, devra être validé, lui, par l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est en périmètre classé. Donc sur cette proposition, vous pouvez voir qu'il peut y avoir une continuité de cheminement doux qui continue le long de la mer Rouge. Voilà. Elle se continue par le passage, alors d'un côté on peut voir par le passage de la boulangerie sur le slide de droite, et en fait une autre solution qui est de traverser la place François Combel et de tirer tout droit vers l'aménagement du bourg. Vous pouvez voir aussi sur le slide en bas à gauche, le petit cube bleu correspond à la maison de Roche qui a déjà été commencée, donc ça on peut le mettre aussi, bien évidemment on va le mettre sur le dos de M. le maire qui a voulu le détruire un peu précipitamment sans avoir consulté de bureau d'études de structure, et donc ces travaux sont arrêtés et pour un bon moment il va coûter très cher à la commune parce que la maison qui est à côté menace de fissurer, et donc les travaux devaient être faits au préalable, et pour, je pense, mettre un peu de la poudre aux yeux aux électeurs, il a voulu le faire un peu au début, un peu à la fin de son mandat pour des raisons purement électoralistes. Je suis désolé, ça me stresse un peu quand on dépense de l'argent comme ça alors qu'on aurait pu faire ça plus sereinement, c'est quand même incroyable. Bon. Alors, je pense qu'on peut passer sur cet aménagement. Vous voyez, enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir donc sur cet espace un aménagement paysager sur l'espace de la maison de Roche. Vous allez avoir des places de stationnement, qui seront créées sur la partie où la maison va être détruite. L'élargissement de la giration va être travaillé avec le département, et normalement une co-maîtrise d'ouvrage pourra être travaillée avec le département. D'un côté, vous pouvez voir que l'aménagement, il y a des quais de bus qui sont prévus en face à face des quais de bus qui sont prévus ici, en face à face, comme c'est le cas actuellement, mais c'est pas évident que le département nous donne l'autorisation, puisqu'en fait les quais de bus doivent être légèrement décalés pour assurer la sécurité des enfants, donc ils pourraient être décalés, comme vous le voyez sur cette partie-là, les quais de bus ne sont pas matérialisés, ils seront donc décalés, soit du côté de la rue de la Carriérette, soit sur un autre emplacement, où ça pourrait être plus facile pour le débarquement et l'embarquement des bus. Voilà. L'espace central pourrait voir une fontaine y être créée, avec arborée et un espace apaisé où les gens pourraient se retrouver et passer un moment sympathique. Voilà. Et donc, comme c'est la place de la Fontaine, nous pensons que c'est le meilleur endroit pour y voir créer une fontaine. Voilà pour cet aménagement. Enfin, je vais vous dire quelques mots sur le schéma de déplacement doux qui a été envisagé et que vous pouvez voir en coloré de 3 couleurs. En jaune, ce sont les parties qui existent déjà. En violet, ce sont les parties qui pourraient être aménagées sous le mandat. Et en bleu, c'est ce qui pourrait être dans le futur, dans les 15 ans à venir. C'est en fait
la traversée, la perforation de Banlous avec la jonction qu'il pourrait y avoir avec la ZAC de Cabas-Saint-Claret. Donc j'ai été pendant plus de 5 ans vice-président à la communauté de communes de Petite Camargue et j'ai mené dans mes délégations une étude de transport-mobilité. Cette étude a permis de mettre en avant les habitudes en matière de mobilité de nos administrés, les atouts et les faiblesses de notre territoire, et a abouti à des fiches actions ciblées afin de nous guider dans nos choix. Nous nous sommes appuyés bien évidemment sur cette étude pour vous proposer ce maillage de cheminement doux. Tout d'abord, je vais prendre le... Voilà. Tout d'abord, il y a 2 axes est-ouest, un axe qui part de la ZAC de la Clastre et qui va rejoindre la ZAC Cabas-Saint-Claret, et un autre qui passe par le centre du village et qui pourrait rejoindre la ZAC de la Cabas-Saint-Claret par l'équipement sportif et par la rue de la Carrière. Ensuite, vous avez un autre axe sud-nord qui va du centre-ville vers l'école maternelle et la route de bord en empruntant le cheminement du Gour qui pourrait être aménagé. En effet, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une étude hydraulique. Dans cette étude, il va y avoir un questionnement sur le busage partiel du Gour afin de pouvoir permettre le passage du centre-ville à l'école maternelle, dans ce quartier-là, voilà, pour atteindre l'école maternelle qui est ici, afin de relier tout le centre-ville à la route de bord. Et vous savez, alors ici c'est le cheminement qui a été créé le long de la cave coopérative. Donc ensuite, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la route de bord. Et enfin, ce qu'on ne voit pas, c'est que cette continuité sud-nord pourrait aller jusqu'à la ligne LGV. Et ça fait partie aussi d'un projet communautaire. Ce projet communautaire pourrait aller jusqu'à Aubord, sur le site où on verrait apparaître l'hypothétique collège qu'on attend depuis quelques années. Mais donc, Aubord aussi a l'intention de créer ce maillage de cheminement doux afin de relier la véloroute qui est le long de la LGV. Et donc, ça maillerait le territoire de Boisin, le territoire d'Aubord, avec un cheminement cyclable sur plusieurs kilomètres, de manière apaisée pour les cyclotouristes et les cyclistes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les cheminements doux. Voilà, maintenant, je vais voir un petit peu, pour me désaltérer, je vais passer la parole à Mathieu Allègre et à Bérangère Escario, qui vont nous parler du cadre de vie, des bâtiments communaux et d'urbanisme. Voilà Mathieu. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je vais vous parler donc, dans la partie cadre de vie, des bâtiments communaux. Et dans les bâtiments communaux, il y a le temple. Alors, le temple fait partie de l'identité de notre commune, et ce monument a marqué la mémoire collective tellement il nous est familier. Construit en 1819, il est original par sa forme en hémicycle, et il n'existe que peu d'exemplaires de ce temple ayant cette architecture. Mais au fil des années, il n'a jamais fait l'objet d'une véritable attention. Nous procéderons donc à une profonde rénovation du temple, classé monument historique depuis 2012. Les études menées par un maître d'œuvre et le financement des travaux ont déjà été initiés par nous-mêmes lorsque nous étions élus. Cette grande rénovation sera cofinancée par la paroisse protestante et nos principaux partenaires à hauteur de 50%. Dans les bâtiments communaux, il y a aussi d'autres choses dont je vais vous parler maintenant. Dans le cadre d'une démarche éco-responsable, nous ferons un diagnostic thermique du bâti communal. Ce diagnostic thermique nous permettra de climatiser la salle polyvalente, qui en était en a bien besoin, les écoles et la mairie. Ces travaux seront subventionnables par la région. Nous construirons un nouveau bâtiment technique, car le bâtiment actuel dédié aux services techniques est vétuste et peu fonctionnel. Nous terminerons en 2 exercices budgétaires l'accessibilité de tous les bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite. Nous finaliserons la rénovation de la mairie et réhabiliterons la salle neuve pour que le nom qu'elle porte soit enfin mérité. Nous repenserons le service de police municipale, mais je laisserai Frédéric en parler tout à l'heure. Dans la partie cadre de vie, il y a aussi la mise en valeur du patrimoine. Le patrimoine ancien de la commune doit être mis en valeur. Ce sont des témoins de la vie passée et ils font partie de l'âme du village. Nous mettrons donc en valeur la bascule, située rue de la Chicanette. Elle témoigne de l'identité agricole beauvoisinoise. Nous mettrons en valeur l'ancienne fontaine, place de la Fontaine. C'est cette fameuse fontaine qu'on pointe avec le laser et qui a donné son nom à la place.
Pour ceux qui ne le savent pas, c'était bien une fontaine. Enfin, nous referons par un trompe-l'œil la façade de l'ancien foyer qui se situe en haut de la carrière. Et je vais donner la parole à Bérangère. Elle est là. Bonsoir. Pour plus de propreté dans nos rues, nous étudierons la possibilité d'implanter des bacs enterrés aux abords de la place ou à défaut un local poubelle destiné aux commerçants, aux riverains, dans l'incapacité de stocker. Nous développerons un réseau de poubelles urbaines équipées de sachets à déjection canine. Nous voulons mettre des moyens adaptés et efficaces pour améliorer la propreté. Nous signerons une délégation de service public avec une entreprise de propreté dans le but d'avoir un nettoyage mensuel de tout le village avec des moyens mécaniques adaptés. Nous remplacerons de nombreux arbres morts et malades de l'espace urbain. C'est pas moins de 40 arbres à replanter sur la commune durant tout le mandat. Nous poursuivrons l'uniformisation des couleurs et des formes du mobilier urbain. Nous lancerons une opération d'aide au ravalement des façades sous forme de l'OPAH, opération programmée de l'amélioration de l'habitat avec un CCPC afin d'encourager l'embellissement du centre ancien et de Franquevaux. Je repasse la parole à Mathieu. Alors, concernant les espaces de vie et de rencontre sur la commune, nous souhaitons les développer et nous défendrons la réimplantation d'une aire de jeu au lotissement du Vallon, qui se situe pas loin d'ici. Je dis réimplantation car pour les trentenaires et plus présents ce soir, une aire de jeu avait été construite à cet endroit à l'époque. Nous créerons une autre aire de jeu au quartier Cabassan-Clarette. Nous installerons un terrain de volley à côté du terrain multisport qui se situe près de l'EHPAD. Nous réhabiliterons ce terrain multisport par de nouvelles clôtures. Nous défendrons auprès de la CCPC l'agrandissement du parcours de santé qui se situe juste au-dessus de l'EHPAD. Nous construirons un skatepark ou un pump track sur la commune. Alors pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas du tout la différence, un skatepark est très apprécié par les jeunes, mais c'est un espace plutôt bétonné. Un pump track s'intègre davantage au sein d'un espace vert. Et on peut aisément ajouter des tables de pique-nique pour les familles. Cela pourra faire d'ailleurs l'objet d'une consultation citoyenne ou d'un débat au sein du conseil municipal des jeunes. Enfin, vous pouvez compter sur notre vigilance quant à l'entretien de ces endroits, que ce soit sur le matériel ou sur la propreté des lieux. Voilà, je parle des déjections canines, je parle des tags sur les mobiliers, les jeux, voilà, pour les enfants, qui n'ont pas lieu d'être. Concernant la partie urbanisme, oui, on avance. Nous réviserons le PLU, Plan Local d'Urbanisme. Celui-ci date de 2005 et il est indispensable de l'adapter aux lois Allure et NOTRe. Nous créerons des emplacements réservés lors de la révision du PLU, sur des emplacements stratégiques pour une meilleure harmonie du village. Un emplacement réservé, c'est un emplacement stratégique destiné à créer un équipement public, du stationnement, des bassins de rétention, etc. Nous ralentirons fortement l'urbanisation, puisque beaucoup de structures communales ne permettent pas encore un bon fonctionnement des services. Les écoles, les cantines, la voirie, l'eau ne sont pas encore au niveau de notre population. En effet, les participations des aménageurs de la Clastre et de Cabassan-Clarette ont été versées entre 2008 et 2013. Malheureusement, cet argent a été épuisé sous le même mandat, sans pour autant agrandir les écoles, assurer l'approvisionnement en eau ou refaire la voirie. Nous réfléchirons ensemble et sur le long terme aux grandes orientations futures de la commune, en lançant un plan d'aménagement et de développement durable, PADD, indispensable à la révision du PLU. Je le disais donc, aucun terrain ne sera donc ouvert à la construction pendant le mandat, hormis ceux qui sont déjà situés en zone constructible. Et une réflexion sera à conduire à Franquevaux. En fonction des opportunités, nous poursuivrons l'usage du droit de préemption de la commune, comme nous l'avons fait pour la maison Boyer, que vous avez en bas à droite de la slide. Cette maison Boyer a été achetée par la commune il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et la maison a été revendue à quelqu'un qui va la réhabiliter, et nous avons gardé le terrain pour faire 17 places de stationnement. Et il est prévu un passage piéton entre les 2 bâtiments pour rejoindre rapidement les commerces et le centre-ville. L'usage de ce droit de préemption permettra de créer du stationnement au centre-ville, je le disais, d'encourager la redynamisation des commerces et de favoriser l'accès aux bâtiments publics.
mairies, crèches et écoles élémentaires. Nous remettrons à plat le plan de prévention des risques d'inondation, autrement appelé le PPRI. Nous affinerons le zonage parcelle par parcelle du territoire inondable de notre commune. Cette remise à plat permettra à certains agriculteurs d'agrandir leur siège d'exploitation. Afin de protéger nos agriculteurs, nous sanctuariserons le foncier agricole et étudierons au cas par cas les demandes d'aménagement agricole. Voilà, je vous remercie pour ma part, c'est bon. Et je vais passer la parole à Christophe. Donc, déjà, tout à l'heure, on a vu le SCOT, c'est pas des lois, c'est le schéma de cohésion territoriale. Et pour vous dire, donc quand on dit qu'on n'urbanisera pas, c'est même si le schéma de cohésion territoriale, dans un document d'orientation et d'objectifs, demande à ce que 6400 logements soient faits sur le territoire de la communauté des communes, Beauvais a déjà payé un lourd tribut de l'urbanisation. Dans les derniers 30 ans, 3000 logements ont été créés sur le territoire de la communauté des communes. Et dans les 10 prochaines années, ce schéma prévoit que 6400 logements soient créés sur le territoire. Beauvais a payé un lourd tribut a déjà accueilli énormément de population, et Beauvais ne construira plus comme ça a été fait dans les 15 dernières années. Voilà, donc ça c'était un constat, et c'est quelque chose que, si je suis élu, je m'engagerai, et une promesse que je tiens. Alors, développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? La notion de développement durable s'est imposée ces dernières années à partir de constats scientifiques, climatiques, biologiques et humains, mettant en évidence un danger pour notre planète et les générations futures. Cela pourrait se définir comme un développement qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc pour les 6 années à venir de mandat, nous avons prévu, tout d'abord, sur la thématique énergie, de remplacer tous les points lumineux de l'éclairage public vétuste et trop énergivore par des LED dernière génération. Alors il y a déjà eu une étude qui a été réalisée sous ce mandat. L'investissement est certes conséquent, il se représente à peu près 300 000 €, mais si on investit d'un coup 300 000 €, cet investissement est subventionnable à minima à 50% par le syndicat mixte d'électrification du Gard et la région, et cela permettrait de diminuer la facture d'électricité de la commune de près de 50 000 € par an. Et donc l'amortissement et la rentabilité de cet investissement se feraient sur 4 à 5 ans. Ensuite, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, nous allons réaliser une étude énergétique sur l'ensemble des bâtiments communaux et mettrons en place un vaste plan de rénovation pluriannuel énergétique portant sur l'isolation, la consommation et la production d'énergie. Nous essaierons de tendre vers l'autonomie énergétique de nos bâtiments, comme le demandera la RT 2020. Sur la thématique de la ressource en eau. Alors la ressource en eau, c'est un point qui est un peu mon dada, l'eau, parce que l'eau va être un enjeu majeur pour les années futures qu'il nous faut anticiper. C'est vrai que tout le monde ouvre son robinet, dit il y a de l'eau au robinet, mais est-ce que dans la salle, tout le monde sait comment cette eau est approvisionnée, arrive jusqu'à vos robinets? C'est pas sûr. D'ailleurs, au sein du conseil municipal, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas au courant non plus. Donc en fait, pour l'approvisionnement en eau potable, Beauvais est tributaire de l'achat d'eau à Nîmes Métropole pour 300 000 mètres cubes. Et nous avons aussi une usine de potabilité de l'eau du Baronne qui s'est située derrière la ZAC de la Classe. L'objectif sous le mandat sera de rendre autonome la commune en matière d'alimentation en eau potable. Nous doublerons la capacité de notre usine de potabilité afin de pouvoir alimenter, en cas d'insuffisance de ressources ou de pollution de notre nappe, l'ensemble de nos habitations sans discontinuité. Ensuite, nous voulons continuer et accentuer les efforts de remplacement des canalisations et l'éradication des fuites sur les branchements. Nous sommes passés entre 2014 et 2019 de 69% de rendement de réseau à 83%. L'objectif serait d'atteindre les 90%. Ça voulait dire qu'au début du mandat, sur 100 litres achetés, 69 arrivaient à la distribution et 31 étaient perdus dans la nature. Nous voulons aussi travailler sur la réutilisation et le recyclage des eaux usées traitées à la sortie de la station d'épuration au profit des acteurs économiques et citoyens. Cette eau recyclée viendrait en complément de l'irrigation avec l'eau du Baronne au niveau de la plaine du Vistre,
en aidant au maintien tant qualitatif que quantitatif des activités agricoles traditionnelles. Cela permettrait aussi le développement de nouvelles cultures raisonnées et d'avoir un outil de pilotage pour irriguer et fertiliser de manière précise des parcelles agricoles en complémentarisant l'eau d'irrigation en azote, phosphate et autres composés organiques en fonction des effluents traités et des besoins de la culture. Cette démarche permet d'augmenter de 20% la productivité en moyenne, tout en réduisant le recours aux intrants chimiques et en améliorant l'impact environnemental des cultures. Enfin, pour en finir sur la thématique de l'eau, nous créerons une unité de traitement de l'eau calcaire afin de diminuer la dureté de l'eau. Vous voyez que vos robinets s'encrassent, vos résistances s'encrassent, et donc cette solution serait de traiter dès le départ, à l'arrivée de l'eau de Nîmes Métropole, l'eau potable. Cette solution de traitement collectif d'adoucissement de l'eau permettrait pour un foyer de 4 personnes, consommant 120 mètres cubes d'eau par moyenne, d'économiser 200 €. C'est une économie de produits d'entretien, de factures énergétiques et de la durée de vie de vos appareils électroménagers. Ensuite, sur la thématique des pesticides. La commune est déjà plutôt bonne élève, puisqu'elle n'emploie plus de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques pour ses espaces verts, stades et cimetières. L'objectif est bien sûr de continuer dans ce sens en essayant d'atteindre l'excellence et d'obtenir le label 4 net. Sur la thématique du débroussaillement et de la prévention incendie. Les incendies dramatiques qu'a subi notre territoire l'été dernier a été un électrochoc pour un grand nombre d'entre nous. Avant ces événements, des courriers du service urbanisme patrimoine demandant de faire le nécessaire en matière de débroussaillement aux riverains d'espaces boisés restaient souvent sans réponse concrète et sans suite. Depuis, une prise de conscience s'est opérée et vous êtes de plus en plus nombreux à nous interroger sur le sujet. Certains se trouvent démunis devant l'ampleur de la tâche qu'ils ont effectuée, d'autres n'ont pas les moyens financiers pour faire réaliser par une entreprise les travaux nécessaires et sont même prêts à léguer leur parcelle à l'euro symbolique à la commune. Alors, depuis quelque temps, s'est créée une association prévention, protection de l'environnement voisinois, dont les bénévoles peuvent venir en aide aux propriétaires privés afin de se mettre en conformité face à la loi sur l'obligation légale de débroussaillement. Nous nous appuierons et viendront en aide à cette association par le prêt de matériel ou de subventions pour équipement et fonctionnement afin de travailler en synergie. Je ne dis pas qu'il faudra faire les choses par cette association, mais de travailler en synergie avec cette association pour mettre en place des journées de solidarité citoyenne. Nous améliorerons l'accès aux forêts et aux secours en partenariat avec le département, les pompiers, les communes voisines comme Générac, en créant des DFCI, défense de la forêt contre les incendies. Et enfin, nous travaillerons en synergie avec les éleveurs, nous en avons quelques-uns dans l'équipe, pour l'entretien de ces espaces une fois les gros travaux réalisés. Voilà, moi j'en ai terminé, je vais laisser maintenant la parole à Sophie Bonnefoy qui va vous parler d'école, d'enfance et de famille. Bonsoir. Suite à l'augmentation démographique de la commune, les infrastructures ont besoin d'être adaptées. Un des premiers pôles touchés a été l'école. En 2014, la première réalisation du mandat a été l'extension de l'école maternelle et de sa cantine. Bien que Mme Kézac ait été adjointe aux affaires scolaires sous le mandat 2008-2014, elle n'a pris comme décision avec son équipe que de placer des algécos dans la cour de récréation. Du provisoire qui peut durer, a-t-on même entendu en conseil municipal. Peu d'anticipation. La réflexion que nous avons menée a permis de créer un bâtiment évolutif. La bibliothèque ou une des salles de classe de cantine pourrait temporairement être transformée en salle de classe. A contrario, si les effectifs venaient à baisser dans les années à venir, des salles indépendantes pourraient être utilisées pour des associations, par exemple. Nous n'en sommes pas là, Beauvoisin, car le nombre d'élèves est important, mais cela pourrait arriver. À l'école élémentaire, la réflexion a été la même. Notre volonté étant de ne pas séparer les enfants, nous sommes plutôt défavorables à la création anticipée de 2 groupes scolaires, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, fréquentés par des enfants en fonction de leur adresse. Cela entraînerait des générations de jeunes beauvoisinois qui ne se côtoient pas dès leur plus jeune âge.
Nous souhaitons que Beauvoisin conserve son âme de village, où les enfants créent leurs amitiés de toute une vie depuis l'enfance. Mais nous avons également conscience de l'évolution démographique de notre commune et des problématiques de transport entre les deux écoles. Ainsi, nous nous engageons à démarrer une consultation citoyenne sur le devenir des écoles pour envisager, le cas échéant, la création de 2 groupes scolaires distincts. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une extension est nécessaire et urgente. Nous avons donc décidé de créer une extension indépendante, mais juste en face de l'école existante. Je vais juste faire une petite parenthèse, car nous pouvons lire ces derniers temps sur les réseaux sociaux qu'implanter une école sur la zone Cabassan-Clarette aurait été une meilleure idée. D'abord, c'est tout simplement impossible. La commune n'a plus de terrain sur cette zone. Il aurait donc fallu acheter un terrain constructible au prix fort et réaliser une école complète. Quand on sait que le coût de la création d'une extension de 3 classes et d'une cantine coûte plus d'1,5 million, on peut imaginer ce que cela représenterait. Et le temps qu'il faudrait avant de pouvoir faire aboutir un tel projet. Nous choisissons de limiter l'urbanisation, de travailler sur les modes de déplacement doux, de défendre l'identité de village de Beauvoisin, plutôt que de créer un clivage entre les enfants en les répartissant en fonction de leur lieu d'habitation. Vous pouvez donc voir à l'écran le projet que nous défendons. C'est la vue de l'école existante depuis la rue des Écoles. Au rez-de-chaussée se trouve une grande salle de cantine et à l'étage, derrière les coursives, 3 salles de classe. Une crainte est exprimée à ce sujet par les parents concernant le dimensionnement de cet agrandissement. Et pas que les parents, puisque plusieurs autres candidats ont bondi sur le sujet en nous accusant de ne pas savoir faire preuve d'anticipation. Mais cela montre juste à quel point nos adversaires ne connaissent pas le sujet. Je n'ai pas l'intention de vous noyer sous les chiffres, mais il est important de démontrer que nous savons ce que nous faisons. J'ai été représentante des parents d'élèves depuis la maternelle de mon fils et j'ai suivi les évolutions des effectifs depuis de nombreuses années. Ils sont d'ailleurs représentés dans le graphique qui s'affiche. L'agrandissement de l'école en maternelle a été suffisant et sera suffisant pour de nombreuses années selon les projections réalisées. Et ces projections ne sont pas farfelues. Elles sont basées sur les listes de naissance de la commune, puisque des enfants nés en 2019 auront 3 ans en 2022, donc seront inscrits en maternelle en 2022, et sur l'augmentation moyenne de la population du village, et en étant large pour se laisser une marge de sécurité, on a pris 3% d'augmentation des effectifs par an. Ce sont donc des chiffres sensés. On voit bien qu'à l'horizon entre 2023-2024, le nombre de classes devrait être stable. Et pour les parents d'élèves qui seraient éventuellement dans la salle, j'attire votre attention sur les effectifs prévus pour 2022-2023, parce qu'il faudra probablement batailler dès fin 2021 pour éviter une fermeture de classe à la rentrée de 2022. Concernant la maternelle, un dernier point. Bien sûr, il sera important de conserver une ATSEM par classe. Passons maintenant à l'école élémentaire. J'ai également été représentante des parents d'élèves pendant plusieurs années et j'ai fait le même travail. Le cycle de l'école maternelle dure 3 ans, celui de l'école élémentaire 5 ans, donc il faudra plus de temps pour ressentir la baisse des effectifs qui ont eu lieu en maternelle. Je ne vais pas vous noyer de chiffres et vous ennuyer avec, je les tiens à la disposition de tous les parents qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires en fin de réunion. Ce qu'il est important de savoir, c'est que notre projet d'extension est issu d'une vision à long terme, réfléchie et rationnelle. L'école sera suffisamment grande tant que la population du village ne dépassera pas les 6500 habitants. Et pour rappel, il y a eu seulement 320 nouveaux habitants sur la commune durant le mandat écoulé. Donc si les équipes municipales à venir sont aussi raisonnables que nous, on a une trentaine d'années devant nous. Il faudra également assurer l'accueil et la sécurité des enfants pendant les récréations, parce que plus il y a d'enfants, plus le risque de bousculade est grand. Ainsi, d'une part, nous améliorerons l'isolation acoustique des classes côté cour de l'école existante en procédant au remplacement des fenêtres, et ce pour permettre des récréations décalées, comme c'est le cas à la maternelle. En complément, nous pourrions envisager la fermeture de la rue des Écoles durant le temps scolaire, voire définitivement. Ceci se ferait en concertation avec les parents d'élèves, les enseignants et les riverains, bien entendu. Nous souhaitons également maintenir l'intervenante en informatique et l'intervenante en anglais dans les écoles de Beauvoisin et de Franquevaux. En ce qui concerne les autres aspects liés aux travaux, ils ont été abordés dans la partie cadre de vie avec Mathieu, et ceux relatifs à la sécurité aux abords des écoles le seront dans la partie sécurité avec Frédéric.
Pour Franquevaux, nous sommes conscients que cette classe unique est une vie pour le hameau et un attrait pour les jeunes couples et familles. Ainsi, nous souhaitons défendre activement le maintien de cette école. Pour toutes les écoles de la commune et pour répondre aux souhaits des parents, notre objectif vise à améliorer les conditions et modalités d'inscription des enfants sur la garderie en étudiant la faisabilité de mise en place d'inscription par Internet sur le site de la commune, comme c'est déjà le cas, par exemple, comme les parents peuvent le faire pour la cantine au niveau de la communauté des communes. Nous souhaitons également décaler l'heure de fin des garderies sur Beauvoisin à 18h30. Et afin de garantir un traitement plus juste pour les familles, nous nous engageons à modifier les tarifs de la garderie en appliquant un coût à la demi-heure. Afin de répondre enfin aux attentes des jeunes et des ados, nous souhaitons élargir les périodes d'ouverture du centre de loisirs, une semaine en août, une semaine à Noël, développer des ateliers jeunes avec les Francas par exemple, et créer un espace jeune dans le centre-village qui pourra être équipé d'un peu de mobilier détente, d'un baby, billard ou d'un flipper, d'une ludothèque et qui serait encadré par un animateur dédié. Toutes ces actions citées peuvent bénéficier de financement de la CAF. Nous voulons également aider les jeunes en mettant en place les tickets permis et tickets BAFA. La commune prendrait en charge ces formations pour des familles sous conditions de ressources et ce, contre des travaux d'intérêt général. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Irène et Françoise. Bonsoir, merci. Ma collègue est à faune, donc je crois que c'est moi qui vais parler. Donc l'action sociale est un devoir pour toute municipalité, mais c'est également l'affaire de tous. Bien évidemment, nous continuerons les actions menées lors de la dernière mandature. Nous augmenterons la dotation communale pour la mettre en adéquation avec le nombre d'habitants. Nous dynamiserons les actions de financement et relancerons l'auto, marché dédié, après-midi récréative, animation en partenariat avec des associations, afin de favoriser le lien intergénérationnel. Nous proposerons aussi des formations complémentaires à celles de la mission locale jeune. Nous pensons rétablir la permanence régulière de l'élu et de l'assistante sociale. Nous ferons valoir les droits des familles et les aiderons à constituer les dossiers, les dirigerons vers les permanences des partenaires, comme le médiateur de la République, le centre médico-social et les maisons France Service. Nous mutualiserons les activités et les transports de nos aînés avec les communes voisines pour leur permettre d'effectuer des voyages organisés. Enfin, nous accompagnerons les familles pour se loger ainsi que pour l'aide à l'autonomie de leurs aînés. Je vais repasser la parole à Christophe. Je reprends la main pour intervenir sur le sujet du logement. Et donc, pour le logement de nos aînés, nous avons deux projets qui nous tiennent à cœur, pour lesquels je vais vous développer un petit peu le sujet. Tout d'abord, à Beauvoisin, nous avons la chance et l'atout d'avoir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 63 lits, avec une unité spécialisée pour la prise en charge des malades atteints d'Alzheimer. Toutes les études, à ce jour, montrent que l'équilibre économique pour ces structures de cette dimension est très précaire, nécessitant une rationalisation du personnel et du coup des soins de moins bonne qualité. Je militerai donc au sein du conseil de communauté pour son extension de 63 à 78 lits, ce qui permettra une prise en charge de meilleure qualité en augmentant les effectifs du personnel soignant pour le confort de tous. Ensuite, un deuxième projet très important, qui sera aussi sur une friche agricole. Nous avons le projet d'aider l'installation d'une résidence senior en centre-ville. Ce projet est d'initiative privée, donc ne coûtera pas un sou à la commune, est déjà en cours de réflexion. Ce serait ainsi près de 70 logements et 88 places de stationnement qui seraient réalisées dans une friche vigneronne composée de hangars agricoles et de terrains nus. Cette réhabilitation permettrait à la fois de compléter l'offre de logement pour nos aînés qui avaient du mal à trouver une structure adaptée à leurs besoins et d'améliorer le cadre de vie en centre-ville par des constructions à l'architecture méditerranéenne et provençale et d'aller dans le sens du schéma proposé par le SCOT dans son document d'orientation où 55% des nouvelles constructions sur le territoire communautaire doivent se faire en renouvellement urbain.
Voilà. Donc maintenant, je vais passer la main au trio Elisabeth, Frédéric et Cyril, qui vont parler d'associations, de festivités, d'événementiel, et puis par la suite de sécurité, puisque c'est un lien transversal. Et donc le premier à intervenir, je crois que c'est Elisabeth. Bonsoir. Voilà, donc je vais vous parler un peu des associations. Donc les associations, il y en a, comme on a dit tout à l'heure, 70 dans le village, reflètent la dynamique du village. Nous en avons rencontré certaines. Plusieurs de nos colistiers et moi-même sommes très investis déjà au sein du tissu associatif. Et nous connaissons bien les problèmes que l'on peut y rencontrer. Alors nous voulons encourager les associations et les aider. Aussi, nous créerons un point d'accueil avec une permanence une fois par semaine d'un élu pour les accompagner dans toutes leurs démarches, création, modification, déclaration et autres thèmes. Nous voulons aussi les informer de tous les moyens mis à leur disposition pour communiquer et promouvoir leurs activités, office du tourisme, presse et autres médias. Nous voulons également gérer efficacement le calendrier des manifestations culturelles, festives et sportives qui occupent ou non les salles municipales, et ceci afin de limiter les chevauchements et faciliter ainsi l'organisation des moyens humains et matériels. Moi, en tant que présidente d'association, on a eu à subir justement quand on a fait notre vie d'instrument, on avait le revivre, il y avait plein d'activités, donc on a été assez pénalisés. Donc c'est pour ça qu'on veut éviter ces chevauchements qui handicapent pas mal les activités. Nous voulons encourager les échanges interassociations dans l'élaboration de projets communs, festifs, culturels et d'action sociale, ainsi qu'avec le service culturel municipal. Lors de l'étude de la demande de subvention, sur présentation d'un dossier détaillé des frais d'organisation supplémentaires à l'occasion d'un événement exceptionnel, le montant octroyé pourra être majoré. Ensuite, la pratique du sport est un outil éducatif important, source de solidarité et d'intégration. Nous souhaitons conserver l'ensemble des disciplines sportives présentes dans le village, y compris la boxe bien sûr, qui restera dans le village si nous sommes élus. Et nous voulons faciliter la création de nouvelles associations sportives ou autres et favoriser leur accès à tous. Pour cela, nous sommes conscients de devoir mettre à leur disposition des équipements et infrastructures nécessaires à leur fonctionnement. Après un inventaire des locaux et du matériel disponible, nous projetons... Alors, bonsoir. Nous projetons donc la création d'une maison des associations comprenant au moins une salle de danse, une salle de combat, une salle de réunion et une salle des fêtes. Ce projet est subventionnable à hauteur de 30% par l'impact territorial et le contrat centre-bourg. Nous voulons faire l'aménagement de la salle polyvalente actuelle pour la rendre plus fonctionnelle et limiter les nuisances sonores compte tenu de son emplacement au centre du village. Et à terme, lui donner une autre destination. Nous voulons la création d'un nouveau clubhouse mutualisé sur le site du Boulodrome, plus grand et plus adapté. Alors, nous voulons faire donc la réfection des vestiaires du stade de football et de son accessibilité, la réfection de l'enceinte pour la sécurité des joueurs et des visiteurs, les grilles, les grillages. Entre le motocross et la municipalité, création d'un partenariat pour classer le site enceinte sportive dans le plan local d'urbanisation et développer des activités de plein air aux abords du site. Alors là, je vais passer la parole à Christophe qui va vous parler un peu sur ce sujet. Je vais juste faire une intervention sur le motoclub. Parce qu'à Voisin, nous avons la chance d'avoir un motoclub qui date des années 74, il me semble. C'est un site remarquable, c'est un des plus beaux motocross de France, il fait partie des 5 plus beaux motoclubs en France. Nous avons aussi la chance d'avoir sur le territoire un des plus grands champions français à nos côtés, qui s'appelle Grégory Aranda, et qui est un de mes colistiers, je le remercie pour son soutien. Greg, multiple champion de France, champion d'Angleterre, champion d'Allemagne, je crois, 2 supercross, 2 motocross. Et Greg prend les rênes de ce motoclub. Et j'en suis vraiment très très heureux. Et donc, Greg a envie de créer une école de pilotage pour les tout petits.
c'est tout à son honneur. Alors, nous ne voulons pas interférer dans son activité, etc. Mais par contre, je pense que la commune se doit d'être à ses côtés. Vous savez, le motoclub ne demande rien depuis des années. Le motoclub est là, il existe, ne demande jamais de subvention. Le motoclub est dans une enceinte où il n'a même pas été classé au niveau du PLU. Ça veut dire qu'ils sont sur une zone naturelle, et donc ils sont là, on les tolère, mais ils n'ont jamais été régularisés. Lors de la révision du PLU, il sera nécessaire de faire tout pour que cette enceinte soit reconnue comme enceinte sportive, et qu'on puisse y développer aux abords des équipements qui puissent être complémentaires à son activité. Et la commune l'accompagnera, et je serai à ses côtés pour essayer de faire le maximum. Parce que ce motoclub, si vous y allez le week-end, vous verrez des gens qui viennent du monde entier, des champions du monde de sidecar, il n'y a pas si longtemps que ça. Des fois, ils refusent du monde, plus de 200 coureurs sont sur le site depuis qu'il a repris. Et le motoclub sera en fait une vitrine, et Beauvoisin pourra exister dans la France entière grâce à ce motoclub. Et je pense que nous avons tout à y gagner à essayer de faire quelque chose autour de ce club moto. Et merci Greg pour ton implication à mes côtés. Et on sera très proches et on va essayer de travailler ensemble. Voilà, merci Greg. Donc. Ensuite, le développement culturel de la commune contribue à la notion du bien vivre ensemble et ne peut s'envisager que par l'implication croisée des élus, des acteurs locaux, médiathèques, associations, comités des fêtes Beauvoisin et Franquebeau, et des habitants bien sûr. Enfin, nous souhaitons maintenir les manifestations du type Nuit de Franquebeau, dont la programmation est déjà accessible à tout public, et organiser des expositions et conférences pour initier les nouveaux arrivants et autres profanes aux traditions taurines et camarguaises. Et je laisse la parole donc à Fred pour les festivités. Le plan du Temple est un lieu de rencontre privilégié, et son réaménagement apparaît pour nous comme un défi que nous voulons relever. Cette nouvelle place pourra accueillir des événements multiples, en plus des traditions taurines, qui font partie de l'ADN du village. La fête de la musique reviendra sur la place pour permettre à chacun d'écouter les artistes locaux et intercommunaux, avec une scène sur le nouveau parvis du Temple. Nous envisageons de créer un festival de musique mêlant banda et pena et concerts pop-rock. La fête votive. La fête votive à Beauvoisin et à Franquebeau sont des manifestations majeures dans la vie de notre commune. Et nous voulons qu'elles soient encore plus belles. C'est pour cela qu'elles feront l'objet d'une attention particulière. Afin de rassembler anciens comme nouveaux habitants, en collaboration étroite avec des bénévoles des comités d'animation de Beauvoisin et Franquebeau, ainsi que des clubs taurins, nous souhaitons faire un travail qualitatif et nous veillerons à l'ordre, la sécurité et le respect de chacun. Notre village est déjà dans les clous de la préfecture, car une bonne entente entre les comités d'animation et les services municipaux a permis d'anticiper les décisions préfectorales. La jeunesse est à l'écoute, car passionnée, mais consciente qu'au moindre faux pas, tout peut être remis en question. Le maintien de nos traditions, mémoire de notre identité de Tefle, reste pour nous une évidence. Tout en maintenant le marché hebdomadaire, nous souhaitons mettre en place un grand marché par saison, marché nocturne et musical en été, sur le modèle des marchés de Provençaux, avec cinéma en plein air aux arènes ou sur la place, marché du gras, du vin, des produits locaux en automne, marché de Noël en hiver, le vide-grenier du 1er mai restant la journée phare du printemps. Il pourrait être couplé avec une fête de la pêche et de l'abricot, pourquoi pas à Franquebeau. Ces marchés seront l'occasion de célébrer le fleuron des productions locales. D'autres manifestations seront étudiées pour animer le village, car toutes les idées sont bonnes à prendre et nous mettrons d'ailleurs en place une boîte à idées en ligne, afin de recueillir les suggestions des Beauvoisinois et des Franquebaudois. Enfin, le premier événement du mandat, si nous sommes élus, sera une grande journée de solidarité, réunissant associations, habitants et commerçants du village, au bénéfice des victimes des incendies de l'été dernier, à Générac, Beauvoisin et Vauvert. Cette journée pourra se faire dès le mois de mai. Cette grande fête se voudra l'union de toutes les forces et acteurs du village autour d'un projet commun et fédérateur.
Merci. Merci à vous. Merci. Place à la sécurité. Je donne la parole à Frédéric Mességuet pour la sécurité. Voilà, répond. La sécurité. La sécurité est la première des conditions pour assurer la liberté et la tranquillité publique dans un village. Les Beauvoisinois, dont vous faites partie, ont un grand sentiment d'exaspération, dû à une totale absence de vision et de stratégie dans ce domaine depuis plusieurs mandats. On a la même police municipale qu'en 1980, au bon vieux temps de nos gardes champêtres, Vidal et Bresson. Nous étions 1900 habitants. Nous sommes aujourd'hui 5000 et leur local semble inadapté. Si vous ne savez pas quel est leur local, donc c'est la porte. Beige, grise, voilà. Ça, c'est la police municipale actuellement. Nous souhaitons la création d'un véritable poste de police municipale, dans un local indépendant, mais proche de la mairie. C'est une nécessité. La maison noble, que vous pouvez voir sur la photo projet, appartenant à la municipalité, se trouvant juste à côté de la mairie et actuellement à l'abandon, semble être le lieu idoine. Après travaux, ce poste de police se voudra être un essentiel point d'accueil, écoute ou orientation pour les Beauvoisinois. Il devra bien sûr comprendre un local sécurisé avec coffre, un espace dédié à la vidéosurveillance, des vestiaires et une pièce dite discrète pour recevoir les usagers en toute confiance. Pour la faire fonctionner, il faut recruter un agent supplémentaire pour porter l'effectif total à 4 fonctionnaires, avec des moyens radio et informatiques renforcés. Le retour des 2 effectifs en maladie ne pourra se faire que grâce à une meilleure gestion des ressources humaines. Cette équipe ainsi constituée pourra assurer ses missions de base que sont la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique à Beauvoisin comme à Franquevaux. Cette réelle police de proximité permettra aussi de créer plus de visibilité sur le terrain pour renforcer le lien entre les forces de police municipales et la population. La surveillance de la circulation, de la vitesse et du stationnement seront aussi une priorité. La sécurisation des écoles se fera par la présence régulière des policiers municipaux à leurs entrées et sorties. Si vous n'êtes pas un habitué des écoles ces derniers temps, vous pouvez voir dans l'école maternelle ainsi que l'école primaire, tous les matins c'est, je sais pas, une ville merdique. Donc, il faut faire le nécessaire pour que ça change. La présence des agents municipaux, de police municipale, pardon, sera également obligatoire lors des manifestations traditionnelles, culturelles ou sportives qui se déroulent sur la voie publique. Pour revenir aux écoles, des interventions ludiques se feront en accord avec l'éducation nationale et ses représentants locaux pour faire intervenir nos policiers pour la prévention de sécurité routière, la prévention incivilité, la sensibilisation au harcèlement scolaire et la formation aux gestes qui sauvent. La gendarmerie pourra également participer à ces formations. D'ailleurs, il faudra recréer un lien direct et effectif entre notre police municipale, la gendarmerie nationale, la police intercommunale et aussi les référents participation citoyenne pour lutter plus efficacement contre les vols et les trafics. Ensemble, il faudra établir une cartographie de la délinquance afin de mieux évaluer nos besoins et notamment anticiper les demandes de présence ou renfort. Des permanences d'associations d'aide aux victimes, de conciliateurs de la République, d'avocats, d'aide aux victimes, je l'ai déjà dit, ou même d'adjoints à la sécurité, pourront être mises en place en mairie ou au poste de police quand il sera réalisé. Nous souhaitons également développer une vidéosurveillance plus performante en refaisant l'existante grâce à un projet, je ne vais pas vous mentir, déjà dans les tuyaux, validé par la gendarmerie et la préfecture et subventionnable à plus de 50%. Ce déploiement de nouvelles caméras dans le village aura un impact positif sur la population, car elles joueront un rôle dissuasif permettant de diminuer la délinquance, aideront à l'élucidation des délits et des désordres, pourront même permettre un déploiement approprié des forces de police ou gendarmerie et ainsi diminuer le sentiment d'insécurité. Nous réaliserons également une mise à jour du plan communal de sauvegarde pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion des risques en cas d'événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires, comme les incendies de cet été par exemple, ou le coronavirus. Dans la même idée,
La mise en œuvre d'une DFCI, donc la défense des forêts contre l'incendie, avec notamment l'équipement, l'aménagement et l'entretien de l'espace forestier. La création d'un stock de survie, les picots, couvertures, eau, masques, et la pose de défibrillateurs sont également essentiels. Pour ce qui est en œuvre de la DFCI, Christophe en a déjà parlé, bien évidemment, nous pourrons faire ça en complément de l'association Prévention et Protection de l'Environnement Beauvoisinois. La sécurité, et j'en termine, c'est enfin des routes et trottoirs en bon état. Mais là, nous parlerons plutôt de continuité, car de nombreux travaux ont été effectués lors du précédent mandat, et ceux à venir ont déjà été détaillés dans la rubrique voirie. Merci. Je laisse la parole à monsieur Laurent Riquet. Merci Fred. Bonsoir. La communication, on va essayer de faire court. Jamais l'information n'a été aussi présente, précise et percutante. Bon, je prends mon micro. On y va. Notre objectif était d'évoluer en toute transparence en limitant les coûts au maximum. Exemple, l'école-horloge qui était financée par nos partenaires et nous les en remercions. Nos projets, nous continuerons et nous accentuerons les infos numériques, application GSM, Salto Live qui existe déjà, et le panneau lumineux route de Vauvert. Voilà. Nous envisagerons la refonte du site internet pour le rendre plus simple, plus pratique. Nous maintiendrons l'école horloge, l'info papier pour tous, au même coût, si on peut, 0 €. Nous améliorerons la communication avec les commerçants, l'association des forces vives, les habitants durant les campagnes de travaux pouvant les impacter. Voilà. Christophe, je te laisse la fin. Eh oui, j'ai fait court. Ça a été rapide. Donc pour ce qui est de la route de Vauvert, il n'y est pas encore, hein, donc il faudra l'installer, le financer, d'accord. Voilà. Pour la sécurité, pour la vidéosurveillance, tu as dit que c'était subventionnable. Non seulement c'est subventionnable, mais on a un accord de subvention à 93 000 € sur ce projet, donc ça c'est déjà acté. Donc voilà, maintenant je vais parler de communauté des communes. Donc vous allez, le 15 mars prochain, et le 22, voter pour à la fois des élus, un conseil municipal, et vous allez cibler des élus communautaires. Donc vous allez élire 6 conseillers, dont 2 vice-présidents, qui s'efforceront de défendre vos intérêts de vos voisins franquevaux au sein du territoire de la Petite Camargue. Donc sous ce mandat, nous continuerons à militer pour essayer de faire avancer le projet de zone artisanale, pour lequel il y a eu une étude de faisabilité qui a été réalisée lors du précédent mandat. Voilà, ce projet se situe sur une zone contiguë à la ZAC de Cabassin-Clarette, et nous essaierons de le mener à bien. Je dis essaierons parce que ce n'est pas nous les seuls décisionnaires, et donc on essaiera de faire le maximum. Nous construirons, là par contre c'est sûr et certain, la nouvelle cuisine centrale, afin que nos enfants qui utilisent la restauration scolaire soient toujours satisfaits de la qualité de ce service. Pour mémoire, ce sont plus de 1500 repas par jour qui sont élaborés, avec 30% de produits bio issus de circuits courts de nos producteurs locaux. Nous continuerons aussi à militer pour que le coût reste à charge des familles soit le plus rationnel possible. En effet, peut-être des personnes ne le savent pas, mais aujourd'hui, 60% du coût du repas est pris en charge par la communauté des communes de Petite Camargue. Et donc nous continuerons à œuvrer dans ce sens. C'est-à-dire pour un coût de repas à 10 €, c'est 4 € qui est facturé à l'usager. C'est pas neutre. Ensuite, bon, on l'a dit tout à l'heure, nous étendrons le parcours de santé situé au-dessus de l'EHPAD sur les parcelles avoisinantes. Comme je disais, il y a des personnes qui se sont manifestées au moment des incendies concernant l'entretien des parcelles, et donc nous sommes en contact avec une personne qui est propriétaire de 2 parcelles contiguës au parcours de santé existant. Donc nous essaierons de travailler avec la communauté des communes pour les acquérir et pour l'agrandir, ce parcours de santé. Ensuite, je l'ai dit aussi, nous défendrons le projet d'agrandissement de l'EHPAD de 63 à 78 lits. J'ai entendu que Jean-Paul Franc, dans ses propositions à Émargues, voulait créer une résidence sur sa commune. Donc, je l'ai entendu. Seulement, si on crée que des résidences de 63 lits, ça va être des résidences qui se meurent parce que nous n'avons pas les moyens humains pour arriver à mettre tout en œuvre pour que la qualité de soins soit... Donc nous militerons à la fois à Beauvoisin et à Émargues pour faire des EHPAD à 78 lits.
Enfin, nous continuerons à nous battre pour que la réflexion des chemins intercommunaux de la commune soit réalisée en priorité. Vous avez vu que sous ce mandat, la totalité de la voie qui longe le chemin de fer route de Vauvert avait été goudronnée en bicouche. C'est la communauté des communes qui a financé. Nous défendrons aussi le projet de voie cyclable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Beauvoisin et Aubord, afin de relier la véloroute située le long de la LGV et sur le site du futur collège. Nous poursuivrons l'effort touristique et culturel, qui est une compétence communautaire, en défendant une halte nautique au pont de Franquevaux et développer une route des vins des Costières. Alors quand je dis halte nautique, rien à voir avec un port, hein. Il ne faut pas se leurrer. Une halte nautique, c'est de pouvoir amarrer un bateau et de pouvoir venir visiter la commune de Franquevaux, longer le canal, aller voir les nouvelles installations qui ont été inaugurées récemment pour le patrimoine culturel sur l'abbaye, le monastère. Ensuite, alors ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qu'on entend parler depuis quelques années, c'est le projet de maison de santé pluridisciplinaire. Voilà. Je suis intimement convaincu que si on veut qu'il y ait une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune, ce n'est pas la commune seule qui pourra agir, c'est bien le bloc communautaire qui devra se porter et prendre en charge ce dossier. D'ailleurs, ils ont la compétence, puisqu'ils ont construit un EHPAD, ils ont la compétence sociale et santé, donc c'est quelque chose qui peut être défendu à ce niveau-là. D'ailleurs, des candidats vauverdois ont parlé déjà de ce projet aussi pour une MSP sur Vauvert. Alors, la désertification médicale est un enjeu majeur auquel font face de nombreux territoires, qu'ils soient à la fois ruraux ou urbains. Beauvoisin n'échappe pas au phénomène, il en est de même pour tout le territoire communautaire. Beauvoisin compte 3 médecins, dont un qui continue à exercer alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Sur le territoire communautaire, ce sont aussi 19 médecins qui exercent pour 26 000 habitants, dont 4 sont aux portes de la retraite. Les jeunes médecins, et même les autres professionnels de santé, ne veulent plus être isolés. Ils veulent se regrouper dans un même lieu pour partager leurs diagnostics et le suivi de leurs patients. Nous défendrons donc ce projet de MSP au sein de la communauté de communes de Petite Camargue, afin de répondre à ces nouveaux modes d'exercice et de rétablir ainsi un équilibre entre l'offre et la demande. Chose aussi qu'il faudra réaliser, c'est militer pour que le loyer demandé pour la location des cabinets soit un loyer modéré, c'est-à-dire qu'il pourrait être aux alentours de 8 € hors taxe du mètre carré, qui correspond à 40% moins cher que le courant du marché. Et enfin, chose importante, c'est bien beau de faire des bâtiments, mais il faut attirer les clients, et les médecins, si je peux dire. Et pour attirer les médecins, nous, en parallèle, nous ferons une opération de séduction, que j'appelle, basée sur la communication dans les facultés de médecine, sous forme de subventions conditionnées à l'installation sur le territoire pour une durée égale à celle de l'indemnisation qui sera instaurée. Voilà. Donc ça veut dire que pendant les 2 dernières années d'internat, un jeune médecin qui va être diplômé pourrait toucher 800 € par mois, et pendant les 2 années qui suivront son diplôme, il sera obligé d'exercer dans une maison de santé pluridisciplinaire. Ça a déjà été réalisé au sein de la communauté de communes Basse-Terre d'Argence, Beaucaire Terre d'Argence, sur la MSP de Bellegarde, et ce sont 2 jeunes médecins qui sont octroyés cette aide et qui se sont installés au sein de la MSP de Bellegarde. Enfin, un autre projet qui est important à développer, c'est le projet pour le volet agricole. Le volet agricole à Beauvoisin est une filière très importante sur notre territoire, et je vous ai déjà développé un projet d'irrigation complémentaire à partir du recyclage des eaux de station sur la plaine du Vistre. Avec la communauté des communes, nous relancerons et ferons aboutir le projet intercommunal et interterritorial d'aires de lavage des pulvérisateurs agricoles. Ce projet permettra aux agriculteurs de mutualiser cet outil et d'être en adéquation avec la réglementation pour le traitement de résidus phytopharmaceutiques qu'ils utilisent pour le traitement de leurs cultures viticoles et arboricoles. Ce projet intéresse plusieurs communes, et même en dehors du territoire, donc Beauvoisin, Franquevaux, Aubord, Générac, Bernis, Millau, et 2 intercommunalités que sont la communauté de communes de Petite Camargue et la métropole nîmoise,
qui viendront cofinancer avec l'agence de l'eau ce projet. Enfin, il y a un projet d'extension du réseau BRL sur le secteur costier. Bien sûr, nous aiderons et faciliterons que ce projet arrive à son terme. Alors, dernier point avant la fin de la réunion, que je voudrais aborder succinctement, c'est le devenir de la commune au sein de l'intercommunalité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2021, vos élus devront choisir quant à la création d'une nouvelle grande intercommunalité qui pourrait voir le regroupement de la communauté de communes de Petite Camargue, de Rosny-Bistrevis-Dourle, de Terre de Camargue, du Pays de Sommières et de Lunel, ou alors rejoindre la métropole nîmoise pour devenir une communauté urbaine. Si nous sommes élus, si je suis élu, maire de Boisé, je ne prendrai pas, nous ne prendrons pas seuls cette décision et nous nous engageons à faire participer à ce choix les administrés par un référendum citoyen. Alors, référendum citoyen, après, bien sûr, vous avoir brossé le tableau des atouts et des faiblesses de chacune des possibilités. Les atouts sur l'impact sur l'eau et l'assainissement, sur la sécurité, la vidéoprotection, la gestion du risque d'inondation, la fiscalité, notamment pour les entreprises, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée, les transports en commun et bien sûr aussi les fonds de concours qui sont octroyés par la loi. Ce sera donc un choix crucial pour le devenir de Beauvoisin-Franquevaux et son essor, qui aura un impact direct pour nos jeunes générations qui sont les forces vives du Beauvoisin de demain. Ça, c'est un clin d'œil à mon ami Fredo qui est au fond de la salle. Voilà, la réunion arrive à son terme. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre présence, pour votre écoute. Mon équipe et moi-même, maintenant, sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions, précisions sur notre programme, sur son financement, puisqu'on n'a pas parlé de financement, mais je suis prêt à répondre ouvertement à son financement. Alors, bien évidemment, je ne répondrai pas aux questions tendancieuses et hors sujet de la réunion de ce soir. Et ensuite, nous pourrons nous désaltérer et continuer nos discussions autour d'un verre et d'une collation. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci à mon équipe de m'avoir suivi. Je suis très heureux et vraiment ému de vous représenter ce soir. J'espère pour vous. Je serais très déçu si nous n'étions pas élus le 15 et le 22 mars. Donc, je vous remercie et je pense qu'on peut les applaudir. S'il vous plaît, je vous remercie. S'il y a des questions, c'est le moment ou jamais. Je sais que ça a été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que Beauvoisin a beaucoup de choses à faire. Et donc il fallait vraiment brosser tous les tableaux, vous faire voir que nous maîtrisions les sujets, parce qu'il n'y a pas d'amateurisme. Je crois que diriger une commune comme Beauvoisin, ça ne s'improvise pas. Et donc, nous comptons sur vous le 15 et 22 mars prochain. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite question peut-être? Oui, Rémi. Allez. Mon ancien coéquipier de l'AS du FC Vauvert. Christophe, bonsoir. Bonsoir, Rémi. Messieurs, dames, bonsoir. Je t'ai écouté très attentivement. Tu nous as présenté notamment dans le domaine de la voirie un travail qui ne laisse pas indifférent. On voit que ça a été travaillé. Pour cela, tu nous as indiqué t'être appuyé sur un cabinet d'études. On est d'accord? J'ai un colistier qui travaille. J'ai un colistier qui est géomètre topographe et qui m'a fait des petits topos et qui m'a fait les petits dessins que vous avez sous les yeux. Voilà, non, parce que je m'imaginais tout simplement, un peu naïvement, que tout ceci avait un coût. Et je m'interrogeais sur, effectivement, la façon dont, dans le cadre de ta campagne, tu avais pu le financer. Quoi. Alors, voilà. Très très simple. Mais si tu me rassures en me disant que c'est un colistier à toi, très simple. Je suis rassuré. En 2014, nous avions fait la même présentation, notamment de la rue de la Poste. Monsieur Olivier Manès, alors je l'excuse ce soir, il n'a pas pu être là. D'ailleurs, c'est un des rares qui n'est pas à mes côtés ce soir. Olivier Manès est géomètre topographe. Et c'est lui qui a fait toutes les représentations que vous avez vues sur l'écran. Voilà. Pour répondre à ta question. Et donc oui, le travail est conséquent sur la voirie. Ce qu'on voulait faire voir, c'est que
il y a des possibilités de cheminement doux. On dit toujours les cheminements doux, on les met de côté, place à la voiture, place au stationnement. Je pense qu'on peut tout réaliser, mais il faut anticiper, avoir une vision à long terme. Et je pense que dans tout ce qui a été proposé, c'est cette vision à long terme et le Beauvoisin de demain que nous vous avons proposé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour ta réponse. Et... Pour le financement, tu veux peut-être que je... Ah non, non, le financement, je pense que tu as répondu, puisque c'est quelqu'un qui l'a fait... Non, le financement du programme. Non, pas du programme, Christophe, non, non. Le financement de l'étude que tu as confiée à ce cabinet. Mais, non, tu me rassures pleinement quand tu me dis que c'est un colistier qui nous l'a fait bénévolement. Tout à fait. Voilà. Olivier Manès, je peux citer son nom en toute sérénité ce soir. Très bien, je t'en remercie et je le félicite pour ce travail de qualité. Voilà, merci. Alors, une autre question? Moi, je suis déçu qu'on ne me pose pas la question sur le financement de ce programme. Parce que je voulais... parce que je voulais quand même démarrer... Je voulais démarrer mon topo par comment financer, avant de vous présenter des choses, je voulais vous faire voir comment on allait les financer, mais si vous me posez la question à la fin, ça me fait plaisir. Quand vous serez élu, si vous êtes élu, oui. Quand est-ce que vous arrangerez les chemins de Beauvoisin? Parce que c'est un pourri comme... Lesquels chemins? Tous ces chemins, intercommunaux comme communaux. Alors, je vais répondre sereinement. Je crois que dernièrement, en plus, tu as à tes côtés... Alors, il n'y est plus, Julien. Mais je crois que dernièrement, il y a eu quand même énormément de travaux faits sur les chemins communaux. Notamment sur celui de l'écurie du Vieux-Mas qui était complètement défoncé après les inondations du mois de novembre. Ensuite, il n'est pas bon. Alors, Julien, écoute-moi, il faudra retourner sur le chemin de l'écurie du Vieux-Mas rapidement. Ah, super, Julien, merci, ça me rassure. Ensuite, il y a eu des travaux conséquents faits sur le chemin chemin intercommunal qui est... non, le chemin communal qui va de la Pension Soleil au chemin de l'Isterne. Complètement refait par Julien Esteban encore. Ensuite, je ne vais pas en citer d'autres, la communauté des communes, tous les ans, Beauvoisin a tiré son épingle du jeu. Il y a eu plus de 150 000 € par an qui ont été faits sur les chemins intercommunaux. Et oui, mais ça, tu sais, ça paraît pas, mais ça chiffre très vite quand tu fais intervenir une entreprise. Par exemple, le chemin qui longe la voie ferrée et la déviation pour la fête votive qui a été fait en 2 exercices budgétaires, c'est 150 000 €. Ça paraît pas, mais il faut les sortir. Et donc, quand tu es 5 communes à te battre pour refaire les chemins communaux, parce que la communauté des communes a les mêmes problèmes que nous au niveau finance, et bien, quand c'est pas extensible, il faut faire des choix. Et je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites, malgré, je dis, les intempéries colossales que nous avons eues au mois de novembre 2018. Voilà. Alors, Steve, pose-moi cette question. Pose-moi cette question, comment je vais financer ce programme? Comment tu vas financer ce programme? Eh bien voilà. Ça me fait du bien parce que moi qui aime les chiffres, vous savez, je suis professionnel de santé, mais avant j'étais très très bon en mathématiques. Par contre, j'en ai une avant. Ah, attends. J'aimerais savoir... Tu me coupes. Pourquoi tu as quitté la mairie avant la fin du mandat? Ah, très très bonne question. Très très bonne question. J'avais le choix de divorcer avec ma femme ou de divorcer avec Guichard. Eh bien, j'ai choisi ma femme. Et je ne le regrette pas. Et je ne le regrette pas. Quand tu as travaillé 5 ans aux côtés de quelqu'un que tu as mis sur un piédestal, puisqu'en fait, je crois que nul ne peut dire que je n'ai pas travaillé sous ce mandat. Je pense même avoir mis ma famille un peu à l'écart. Tout mon temps libre a été passé à mairie. J'ai énormément bossé. J'ai travaillé parce que, si je peux parler des finances, c'est parce que j'ai aussi travaillé en transversalité avec l'adjointe aux finances et Gilles Soustel qui s'occupe des différents travaux. Et donc quand tu bosses pendant 5 ans et puis qu'au bout d'un moment on te met un peu à l'écart, quand il y a l'approche des élections, on commence à te faire ressentir que tu n'es pas forcément bienvenu à tel ou tel endroit, quand les choses vont plus, à un moment donné, et qu'on ne peut plus recoller les morceaux, il vaut mieux divorcer. Voilà. Moi j'ai divorcé. Alors j'aurais pu rester. Pourquoi? Parce qu'on m'a retiré mes délégations au mois d'août. Ça ne m'empêchait pas de rester conseiller municipal, adjoint, et même vice-président de la communauté des communes. D'ailleurs, à ce titre,
Si j'étais resté, j'aurais toujours empoché ma solde de vice-président à la communauté des communes, qui est de 620 € par mois. Voilà. Je ne voulais pas qu'à Beauvoisin on dise, Tichet, lui, il est resté parce qu'il voulait continuer à empocher cette somme dans sa poche. Je suis parti, j'ai démissionné de toutes mes fonctions, je ne dois rien à personne, et je suis fier de l'avoir fait, parce que si c'était pour s'empoigner à tous les conseils municipaux, pour faire la une des journaux, et pour retarder tous les projets sur la commune, je préférais m'éclipser et travailler pour un mandat plus serein à venir, plutôt que d'être là et être un boulet pour le maire. Voilà, donc j'ai préféré partir et j'ai laissé place nette. Je te signale que je ne suis pas parti tout seul, parce que si j'aurais pu avoir ce sentiment tout seul, je pense qu'il y a quand même pas mal de mes colistiers à mes côtés qui ont été aussi mis à l'écart. Et je pense aussi qu'il y en a certains qui sont restés et qui aujourd'hui le regrettent amèrement, parce que vu la manière dont ils ont été traités dernièrement, je pense que s'ils étaient partis, ça aurait changé les choses. Voilà. Donc, pour en revenir au financement, donc tout à l'heure, Madame Aubry vous a fait remarquer que nous avions à peu près 450 000 € de CAF net, ça veut dire après avoir remboursé l'annuité de l'emprunt par an. Donc si on multiplie ces 450 000 € par 6 années de mandat, ça correspond au chiffre de 2 700 000 €. Ensuite, il y a des accords et des promesses de subventions sur l'ensemble des différents projets que je vous ai présentés. Alors, pour l'école et le projet d'extension de l'école, 72% de subventions sont promis, 60% de la région, 12% du pacte territorial qui sont déjà actés, qui ont été signés d'ailleurs par le maire dernièrement auprès de Denis Boite. La vidéosurveillance, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons un accord de subvention de 93 000 € pour son déploiement. Ensuite, nous avons la toiture du temple, un accord de subvention de 50 000 €. Le parvis du temple, pareil, sur une fiche action, à hauteur de 40 000 €. Ensuite, nous avons fait un projet auprès de la région pour la mise en accessibilité sur les 2 dernières années du mandat. Il y a à peu près encore 400 000 € à mettre sur la commune pour l'accessibilité des bâtiments publics. Nous sommes aidés à 20%, donc il y a 80 000 € qui sont actés par la fiche action accessibilité. Ensuite, on a travaillé sur un contrat bourg-centre, 2 ans de dur travail pour arriver à mettre en place ce contrat qui a été ou doit être validé par la séance plénière de la région prochainement. Et donc cela pourra mener dans les caisses de la commune et financer certains travaux de voirie et d'aménagement, notamment de la place de la Fontaine, de la maison des associations qui sont listées, de la place du monastère à Franquevaux, du chemin de la Paluzette, pour un montant de 250 000 €. Et ensuite, alors on a parlé de budget général, mais il faut savoir que la commune a 2 budgets, a aussi un budget eau assainissement, qui est le budget M49, et donc ce budget est excédentaire à peu près de 350 000 € par an. Donc ce budget, si on multiplie sur 6 années de mandat, ça correspond à peu près à 2 100 000 € d'investissement pour le doublement de la station de potabilité, l'usine de traitement de l'eau calcaire, l'enfouissement de réseaux pluviales, etc., que je vous ai présenté sur l'ensemble du programme voirie. Donc nous sommes à 6 463 000 €. À cela, il ne faut pas le négliger, aujourd'hui, la Banque centrale a encore baissé les taux d'emprunt. L'État emprunte à taux négatif. Ça veut dire, aujourd'hui, que quelqu'un qui emprunte s'enrichit. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui emprunte 1 million d'euros aujourd'hui va en rembourser 960 000 dans quelques années. Et celui qui épargne n'a pratiquement de rémunération sur son épargne. C'est le monde à l'envers. Donc aujourd'hui, se passer de l'emprunt serait une grave erreur. C'est de l'ingénierie financière. Ce serait une grave erreur de se passer de l'emprunt. Certes, il faut le maîtriser, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, Beauvoisin a un retard important sur son investissement et nous serons obligés d'emprunter, et ça sera d'ailleurs le cas dès le début du mandat, quelle équipe qui soit en place, il va falloir quand même financer d'1 150 000 à 1 600 000 hors taxes, les 500 000 € qui manquent pour l'école, qui a été quand même validée en conseil municipal. Voilà, donc si on emprunte 1 500 000 €, ça porte le total général d'investissement à 7 963 000 €, à peu près 8 millions d'euros en moyenne. Et en parallèle, nous comptons désendetter la commune
de plus d'1 200 000 euros. Parce que nous remboursons pendant 6 ans à peu près 450 000 euros d'annuité qui correspond donc à 2 700 000 euros. 2 700 000 euros moins le 1 500 000 que nous emprunterons, ça fera un désendettement de 1 200 000 euros. Ça fera passer la commune de 5,5 millions à 4 300 000 euros d'endettement. Voilà comment nous comptons financer. C'est réfléchi, c'est de l'ingénierie financière, c'est pas de l'amateurisme. Et je peux vous dire qu'avec 8 millions d'euros, je crois que sous ce mandat, c'est 4 700 000 euros qui ont été investis. Et je peux vous dire que sous le futur mandat, à peu près 8 millions d'euros pourront être investis si on continue à tenir les rênes de la commune avec rigueur. Voilà. Je vous remercie de votre accueil. Et je vous dis rendez-vous dimanche. J'espère, je compte sur vous. Nous comptons sur vous le 15 et le 22 mars prochain pour continuer notre action parce qu'on a Beauvoisin dans les tripes et on veut le défendre bec et ongles. Voilà.